le cosmos, Hmm, l'expansion vertigineuse de l'univers, ou même la singularité des trous noirs. les grands classiques. Voilà. On a vraiment très souvent tendance à chercher les plus grands mystères de l'existence en levant les yeux vers le ciel, à des millions d'années-lumière de notre quotidien. C'est vrai que c'est ce qui fait rêver en premier. Exactement. Mais en réalité, il y a un mystère tout aussi insaisissable, d'une complexité littéralement infinie, et il ne se trouve pas du tout dans l'espace sidéral. Non, il est beaucoup plus proche. Il se trouve juste là, derrière nos yeux. C'est la conscience humaine. Ah, la fameuse conscience. Le grand mystère. Qu'est-ce que c'est fondamentalement? Je veux dire, comment est-il scientifiquement possible qu'un kilo et demi de matière molle, un simple amas de cellules, d'eau, de lipides et de décharges électriques. Ce qui n'est pas très glamour, dit comme ça. Non, c'est clair, haha. Mais comment ça parvient à générer une expérience totalement subjective? Comment la matière purement physique devient-elle une pensée abstraite, une émotion fulgurante ou le souvenir d'un parfum d'enfance? C'est la question $1 million. C'est un vertige absolu. Et c'est exactement ce qu'on va affronter dans notre analyse du jour. Je suis vraiment ravie d'aborder ça. Et moi, je suis prêt. C'est un sujet fascinant. Alors, pour cette plongée au cœur du sujet, on va s'appuyer sur un document véritablement fondateur. Un texte massif, publié en 1989 par le chercheur Bernard Baars. C'est sobrement intitulé A Cognitive Theory of Consciousness. Un pilier des sciences cognitives. Totalement. Et notre mission aujourd'hui, c'est de prendre ce monument académique qui est franchement connu pour sa densité vertigineuse et d'en extraire la substantifique moelle. Sans perdre personne en route. Exactement. L'idée, c'est de cartographier cette architecture de l'esprit pour comprendre un peu comment nous pensons, le tout sans jamais se noyer dans le jargon des laboratoires. Ce qui est un beau défi. Ah, ça c'est sûr. Mais honnêtement, l'ampleur de ce sujet est tout simplement électrisante. Et pour bien mesurer la portée de cette théorie de Baraz, je pense qu'il faut d'abord se replonger un peu dans le climat scientifique de l'époque. Ouais, replacer le contexte. Voilà. Parce que la fin des années 80, ça marque une rupture brutale. Avant les travaux de ce chercheur, le simple mot conscience c'était presque tabou en fait dans les laboratoires de psychologie expérimentale. Tabou. À ce point-là. Ah oui, complètement. Pendant des décennies, le dogme dominant, c'était le behaviorisme. Ah oui, l'étude des comportements. C'est ça. Les scientifiques considéraient que la conscience était un concept beaucoup trop brumeux, trop subjectif. Ils relayaient ça au rang de la philosophie spéculative, ou de la poésie à la limite. En gros, si on ne peut pas le mesurer avec une règle, ça n'existe pas. Exactement. On étudiait les comportements observables, les réflexes, on regardait les rats dans des labyrinthes, mais la fameuse boîte noire de l'esprit, elle restait fermée à double tour. Et donc ce texte de 89 vient casser cette porte. Il la pulvérise. Ce que fait ce document, c'est proposer pour la toute première fois un modèle mécanique, un modèle testable et rigoureusement structuré pour appréhender ce concept qui était jusque-là insaisissable. On passe de la magie à la mécanique? Absolument. Il ne s'agit plus d'âme ou de mysticisme. On parle d'une architecture de traitement de l'information extrêmement précise. Bon, alors décortiquons un peu tout ça. Le point de départ du texte repose sur un constat qui, quand on y pense, semble presque contre-intuitif. Mhm. L'illusion qu'on a tous au quotidien, c'est que notre cerveau est une entité unique, un jeu unifié qui réfléchit d'une seule voix. Le fameux petit bonhomme dans la tête. Voilà. Or, le document explique que le cerveau est au contraire composé d'une multitude de systèmes ultra spécialisés. Des modules indépendants. C'est ça. Il y a un module neuronal dédié uniquement à la reconnaissance des visages, un autre pour décoder la syntaxe du langage, un autre pour maintenir notre équilibre physique, un pour la mémoire spatiale. C'est extrêmement fragmenté en fait. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tous ces départements fonctionnent en parallèle, à une vitesse fulgurante, et surtout de manière totalement inconsciente. Et pour rendre ça limpide pour ceux qui nous écoutent, on peut utiliser une analogie assez parlante. Laquelle? Il faut imaginer une immense entreprise, une grosse multinationale. Ok, je vois le genre. Dans cette entreprise, tu as des milliers de départements différents qui travaillent dans leurs bureaux fermés. Les comptables font leurs calculs dans leur coin, les ingénieurs testent des prototypes de l'autre côté, le marketing prépare ses campagnes. Chacun est hyper concentré sur sa tâche. Exactement. Mais la subtilité, c'est que personne ne se parle directement. Les portes de tous ces bureaux sont fermées. D'accord, l'image fonctionne bien, mais ça soulève un problème évident. Lequel? Dans une entreprise, normalement, il y a un patron. C'est là que réside toute la différence majeure.
Il n'est pas de patron dans le cerveau exact. Aucun. Il n'y a pas de PDG omniscient pour superviser tous ces départements. Il n'y a pas de centre de contrôle unique où un petit chef dirigerait les opérations. C'est fou quand même. Le système s'auto-organise complètement. Et c'est précisément là que résidait la grande énigme scientifique des années 80. Comment tout ce petit monde collabore sans chef? Voilà. On observait tous ces réseaux neuronaux indépendants, ces fameux modules, qui sont métaphoriquement aveugles et sourds les uns aux autres. Je veux dire, le cortex visuel ne comprend pas du tout le langage du cortex auditif. C'est exactement ça, et le grand défi de la théorie de Bars, c'était de modéliser comment ces milliards de connexions isolées parviennent malgré tout à collaborer. Comment elles créent cette perception unifiée de la réalité qu'on expérimente à chaque instant. Et c'est là qu'il introduit son concept phare. L'espace de travail global, C'est ça, le Global Workspace en anglais. Et l'idée est brillante de simplicité au fond. Au lieu d'avoir un PDG autoritaire, imaginons plutôt un gigantesque tableau d'affichage virtuel, un grand panneau de liège placé en plein centre du hall de cette entreprise. un carrefour d'échange. Exactement. N'importe quel département spécialisé de l'entreprise peut venir y épingler une information qu'il juge cruciale. Et c'est là que la magie opère. Oui, parce que dès que l'information est affichée sur ce tableau central, elle n'est plus confinée à un seul bureau. Elle devient instantanément, et je dis bien instantanément, disponible pour l'ensemble absolu du réseau. C'est fascinant parce que ça démystifie totalement ce qu'est la conscience d'un point de vue mécanique. Totalement. Selon cette théorie, être conscient d'une chose, peu importe quoi, c'est simplement le fait que cette chose soit affichée sur ce fameux tableau central et qu'elle soit visible par tout le monde en même temps. Mais le texte de Bars utilise une autre métaphore, une métaphore encore plus précise et franchement absolument captivante pour illustrer cette dynamique. Celle du théâtre? C'est ça, la grande scène de l'esprit. J'adore cette image. Mais j'avoue que parfois j'ai un peu de mal à visualiser comment la conscience opère concrètement sur cette scène. Comment ça marche exactement, cette analogie du théâtre mental? Alors, c'est là qu'intervient l'idée centrale du projecteur de l'attention. Ok. Il faut vraiment s'imaginer l'intérieur de l'esprit humain comme un immense théâtre dramatique. Un théâtre qui serait plongé dans une obscurité quasi totale. Noir complet. Au centre de ce théâtre, il y a la scène, et cette scène représente notre mémoire de travail immédiate. C'est-à-dire le petit espace de stockage cognitif temporaire. C'est ça. Tu sais, c'est le petit bout de mémoire qu'on utilise pour retenir un code de sécurité qu'on vient de recevoir par texto, juste pendant les quelques secondes nécessaires pour le taper sur un site web. On l'a tous fait et on l'oublie à la seconde où on l'a tapé. Exactement. La scène est petite, mais surtout, toute cette scène n'est pas éclairée de manière égale. Ah, c'est là qu'arrive le projecteur. Un faisceau de lumière extrêmement concentré, très brillant. Il vient frapper un endroit précis et réduit de la scène. Et la lumière, c'est la conscience. Voilà. Seule l'information, l'idée ou la perception qui se trouve très exactement sous la lumière crue de ce projecteur devient l'expérience consciente. Donc le projecteur, c'est l'attention. Tout à fait. Si par exemple on pense soudainement à la sensation physique de nos chaussures sur nos pieds, Ce que tout le monde vient de faire à l'instant en t'écoutant. oui. Eh bien, cette information, qui était complètement ignorée la seconde précédente par le cerveau, sort brusquement de l'ombre et entre sous la lumière du projecteur. Soudain, la simple pression des lacets sur le coup de pied devient une expérience consciente à part entière. C'est la magie du focus. Mais ce qui m'intrigue vraiment dans cette métaphore de Bars, c'est tout le reste du théâtre. La pénombre. Oui, la scène est petite, le projecteur est très étroit. Que se passe-t-il dans la pénombre? Et surtout, si on est dans un théâtre, qui regarde la pièce? Un théâtre vide, ça n'a pas de sens. Ah, et c'est là que le modèle devient vertigineux. Pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie cérébrale, il faut savoir que ce faisceau lumineux correspond en grande partie à l'activation synchronisée de certaines zones, comme le cortex préfrontal et pariétal. Ces zones agissent comme un goulot d'étranglement, en fait. C'est ça. Mais le public, lui, c'est la véritable clé de voûte de toute cette théorie. Parce qu'un théâtre n'a aucune utilité sans spectateur. Exactement. Il faut s'imaginer l'immensité de qui est assis dans cette vaste salle de spectacle plongée dans l'obscurité la plus absolue. Qui est assis là? Ce public silencieux, qui est gigantesque, il représente en fait l'écrasante majorité de nos réseaux neuronaux inconscients. Tous les modules de l'entreprise de tout à l'heure? Oui, tous nos souvenirs accumulés depuis l'enfance, toutes nos compétences motrices, comme le simple fait de savoir faire du vélo sans y penser, nos peurs instinctives, les règles grammaticales complexes de notre langue maternelle. Qu'on applique sans jamais connaître les règles théoriques. Tout ça forme une armée de spécialistes, des experts de haut vol, assis dans le noir, le regard fixé vers la scène éclairée. L'image de ces milliards de neurones qui forment un public silencieux et attentif dans l'ombre, c'est vraiment spectaculaire.
Mais alors, quel est le but ultime de cette mise en scène qui doit être hyper coûteuse en énergie? Très coûteuse, oui. Si le public est totalement inconscient de lui-même, pourquoi se donner la peine de lui montrer ce qui se passe sur scène? C'est ce que le document nomme le mécanisme de diffusion globale, le fameux broadcasting. D'accord. Et c'est là que la fonction évolutive pure de la conscience se révèle enfin. Lorsqu'une perception ou un problème complexe est placé sous le projecteur de l'attention, l'information est immédiatement diffusée à l'ensemble du public. C'est comme si l'acteur sous le projecteur prenait un mégaphone. C'est ça. Il crie littéralement son texte à la salle entière. L'intérêt biologique de la conscience, ce n'est pas simplement d'être conscient pour le plaisir d'expérimenter la beauté du monde. Ce n'est pas juste de la poésie interne. Pas du tout. Le but, c'est de s'assurer qu'une information cruciale est vue instantanément par toutes les ressources inconscientes du cerveau en même temps. Pour obtenir de l'aide, en fait. Exactement. L'espoir du système, c'est qu'un spectateur spécifique, tapis dans l'ombre et doté de la bonne expertise neuronale, saura reconnaître le problème affiché sur scène et pourra proposer une solution. Et c'est là que ça devient vraiment, mais alors vraiment intéressant. Parce que si l'on suit cette logique du théâtre à la lettre, il y a une question évidente et un peu troublante qui s'impose. Je sens que tu vas parler du projecteur. Le faisceau de lumière et que ce projecteur éclaire les problèmes pour demander de l'aide au public dans l'ombre. Oui. Qui tient le projecteur? Ah, la grande question. Parce que si on ne décide pas consciemment à quoi on pense avant d'y penser, qui dirige la lumière vers un acteur plutôt qu'un autre dans les coulisses? On touche là à la complexité vraiment sous-jacente des neurosciences cognitives. C'est ce qu'on appelle souvent la lutte permanente entre l'attention ascendante et descendante. Et comment Bars modélise ça? Il introduit une notion fondamentale, celle des contextes. Il faut vraiment se représenter ces contextes comme des réalisateurs invisibles, Des metteurs en scène cachés? cachés dans les coulisses ou dans les régies obscures du théâtre. Ce sont des coalitions de processeurs complètement inconscients qui orientent activement la lumière. Donc ce n'est pas moi qui dirige la lumière. Non, fait crucial, ces réalisateurs ne montent jamais, au grand jamais, sur la scène. Ils n'entrent jamais dans la lumière de la conscience. Jamais. Pourtant, ils dictent de manière absolue tout ce qui mérite d'y entrer. Notre expérience consciente est perpétuellement façonnée par des forces et des décisions qui opèrent totalement en dehors de notre champ de perception. Pour illustrer cette mécanique des réalisateurs invisibles de manière très quotidienne, je pense à l'exemple d'une simple horloge. Très bon exemple. Imaginons qu'une horloge fasse tic-tac dans le coin d'une pièce depuis 3 heures. Le son frappe continuellement les tympans, le système auditif traite l'information en temps réel, le public mental entend ce son. Mais on n'en a absolument pas conscience. Pas du tout. L'acteur tic-tac est physiquement présent dans le théâtre, mais on le laisse dans le noir absolu. Et soudain. Et soudain, quelqu'un dans la pièce demande à voix haute « Elle ne vous rend pas fou, cette horloge ?» Et là, c'est le choc. À la seconde même où la phrase est prononcée, le son envahit totalement la conscience, le tic-tac devient assourdissant, presque impossible à ignorer. Ce qui s'est passé au niveau cognitif, c'est que les réalisateurs en coulisses ont analysé la question posée par la personne. Ils ont jugé que l'information devenait soudainement pertinente. Et ils ont brusquement braqué le projecteur sur ce son spécifique de l'horloge. C'est fou de se dire qu'on était sourd à ça juste avant. Et ce mécanisme de sélection, il s'applique à des processus cognitifs bien plus élaborés que la simple perception d'un bruit répétitif. Tout à fait. Analysons le phénomène ultra familier de l'inspiration soudaine, ou le fait d'avoir un mot sur le bout de la langue. Oh, c'est tellement frustrant, ça. On cherche désespérément le nom d'un acteur de cinéma au cours d'une discussion entre amis. Impossible de s'en souvenir. La scène consciente est complètement embouteillée, on force le projecteur dessus sans aucun succès. On s'acharne, mais la lumière n'éclaire rien de bon. On finit par abandonner, on passe à un autre sujet de conversation. Le projecteur éclaire d'autres acteurs. Et soudain, 3 heures plus tard, en épluchant des légumes ou en prenant une douche, boum, le nom de l'acteur surgit de nulle part, comme une évidence absolue, et ça frappe la conscience de plein fouet. Sans prévenir. Ce n'est pas une génération spontanée ou de la magie. Pendant ces 3 heures, alors que la lumière de la conscience était occupée bien ailleurs, le travail acharné de recherche a continué. Dans les archives de la mémoire. Oui, les associations de souvenirs ont été effectuées dans l'obscurité totale par des réseaux neuronaux ultra spécialisés du public. Les fameux experts dans l'ombre. Une fois la réponse trouvée par cet expert inconscient, il l'a simplement transmise aux réalisateurs en coulisses. Et ce sont eux qui ont violemment poussé cette information sous le projecteur.
C'est une illustration parfaite du fonctionnement en réseau de l'espace de travail global. Le cortex préfrontal reçoit la solution déjà prémâchée par des structures neuronales beaucoup plus profondes. Et quand on saisit vraiment cette répartition des rôles, je trouve que c'est un séisme philosophique intime. C'est vrai. Ça ébranle profondément cette illusion si rassurante qu'on a tous, selon laquelle nous, notre jeu conscient, serions les auteurs exclusifs de nos pensées, au moment même où nous les formulons. L'illusion du contrôle? On a vraiment l'impression d'être aux commandes, de fabriquer la pensée consciemment, mot par mot au fur et à mesure qu'on parle. Alors que la théorie suggère que la pensée est entièrement cuisinée, préparée et assemblée dans les cuisines invisibles de l'inconscient. Elle ne nous est servie sur le plateau éclairé de la scène qu'une fois le plat complètement terminé. La remise en question du libre arbitre cognitif, c'est en effet l'une des conséquences les plus vertigineuses de ce modèle. Si les impulsions qui guident le projecteur de l'attention sont dictées par des réseaux dont nous n'avons par définition aucune expérience consciente, alors le rôle de l'esprit conscient nécessite d'être redéfini de fond en comble. L'analogie du grand PDG omnipotent s'effondre définitivement. La conscience n'est pas le chef d'orchestre qui dicte la partition aux musiciens. Elle ressemble davantage au tableau d'affichage de notre métaphore du début, un espace de résonance passif, mais essentiel, qui recueille et synchronise les résultats des délibérations obscures d'une myriade de sous-systèmes autonomes. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi la nature a-t-elle pris la peine de développer une architecture neuronale aussi alambiquée? Surtout que créer et maintenir cet espace global, générer ces ondes cérébrales synchronisées à travers tout le cortex pour garder ce projecteur allumé, ça consomme une énergie métabolique phénoménale pour l'organisme humain. Le cerveau est le plus gros consommateur d'énergie du corps. À quoi sert réellement cette mise en lumière d'un point de vue purement évolutif? Si l'on relie cela à une perspective plus globale sur la survie de l'espèce, la clé réside dans la distinction neurologique entre la routine et la nouveauté. Routine contre nouveauté. D'accord. L'inconscient humain, qui est géré en grande partie par des structures très anciennes comme les ganglions de la base, est une machine d'une efficacité redoutable. C'est ultra rapide et surtout, c'est très économe en énergie. Le mode pilote automatique. Mais il y a un problème. Il est fondamentalement rigide. Il excelle uniquement et exclusivement dans la gestion des situations connues, apprises et maintes fois répétées. Comme le trajet pour aller au travail le matin. L'exemple universel du trajet domicile-travail en voiture est parfait. On peut conduire sur l'autoroute pendant 30 minutes, s'insérer dans le trafic de manière fluide, anticiper les freinages des autres, passer les vitesses. Tout en étant profondément plongé dans une discussion téléphonique intense ou en planifiant mentalement sa journée de travail. Exactement. Les systèmes moteurs et visuels inconscients gèrent la conduite dans l'ombre, à la perfection. Du coup, la scène principale de la conscience est entièrement libre pour d'autres pensées plus urgentes ou stimulantes. Mais, et c'est un grand mais, l'équilibre de cette belle mécanique de précision s'effondre à la milliseconde où l'imprévu surgit. L'imprévu, c'est l'ennemi de l'inconscient. Si, sur ce même trajet monotone, un cerf traverse brusquement la chaussée, ou qu'un pneu éclate de manière violente. La conversation téléphonique est instantanément, totalement effacée de l'esprit. Vaporisé. Le cerveau arrache littéralement les commandes à l'inconscient de routine. Il propulse violemment cette situation d'urgence absolue sous le faisceau brûlant du projecteur, en plein centre de l'espace de travail global. L'alerte rouge est déclarée dans le théâtre. C'est exactement ça. Face à un problème inédit et mortellement dangereux, les réseaux de routine n'ont pas de réponse préprogrammée en stock. Ils sont complètement dépassés. Il panique. En plaçant l'image visuelle du danger sous la lumière de la conscience, le système diffuse l'alerte à l'intégralité du cerveau simultanément. Tous les départements, sans exception, sont convoqués d'urgence. Immédiatement, le système limbique déclenche une décharge massive d'adrénaline. Le cortex moteur prépare une esquive d'urgence au volant. La mémoire évalue à toute vitesse la physique du véhicule et de la route. La conscience, c'est donc le dispositif ultime d'urgence et d'adaptation de notre espèce. C'est le lieu neurologique central où l'on résout ce qui n'a jamais été rencontré auparavant. C'est le carrefour obligatoire de l'apprentissage face à la nouveauté. Et comprendre que la conscience sert spécifiquement à traiter l'inédit et qu'elle fonctionne comme un gigantesque goulot d'étranglement, ça a des implications extrêmement concrètes sur la façon dont on mène nos vies modernes. C'est clair. Surtout face à la surcharge perpétuelle d'informations à laquelle on est tous soumis aujourd'hui.
Parce que la taille de ce projecteur d'attention, elle est biologiquement et physiquement limitée. La scène de notre mémoire de travail immédiate est minuscule. Elle ne peut accueillir que très peu d'éléments à la fois. On ne peut physiquement pas entasser 50 acteurs sous un faisceau de lumière qui est conçu pour n'en éclairer clairement qu'un seul à la fois. Ça me fait penser à toutes ces situations absurdes qu'on vit tous les jours. Par exemple, quand on essaie de lire un email professionnel très complexe, tout en écoutant quelqu'un nous raconter sa journée en détail juste à côté. Le classique de la vie de bureau. On a sincèrement l'impression d'absorber les deux flux d'informations, mais en réalité, on ne comprend absolument rien à l'email et on hoche la tête dans le vide en répondant des « Ah oui, d'accord » à la personne. Le fonctionnement de l'espace de travail global prouve scientifiquement pourquoi l'idée du multitâche cognitif est une dangereuse illusion. Ce n'est pas juste difficile, c'est neurologiquement impossible. Sur des tâches qui nécessitent un vrai traitement conscient, le réseau fronto-pariétal ne peut pas s'élargir par magie pour accommoder deux flux d'informations simultanés et complexes. Ce qui se passe en réalité, lorsqu'on tente de lire un texte ardu et d'écouter un discours en même temps, ce n'est pas une division harmonieuse de notre attention en deux. Non, c'est le projecteur qui bascule frénétiquement, à toute vitesse, entre l'acteur email et l'acteur conversation sur la scène du théâtre. Un clignotement mental incessant. Et ce va-et-vient exige une réinitialisation constante du contexte neuronal à chaque bascule. C'est une opération incroyablement coûteuse en énergie. Ça épuise les réserves métaboliques du cerveau en quelques minutes seulement. Ça augmente le niveau de stress. Et ça dégrade drastiquement la qualité de compréhension pour chacune des deux tâches d'ailleurs. Le cerveau humain n'a tout simplement pas évolué pour traiter de multiples nouveautés simultanément. Il n'est pas fait pour ça. C'est le genre de réalisation qui change vraiment la donne au quotidien. Ça nous force un peu à revoir notre propre écologie mentale avec beaucoup plus d'indulgence face à la fatigue de fin de journée. On demande l'impossible à notre biologie. Totalement. Pour synthétiser un peu cette plongée au cœur des méandres de la théorie de Barthes, on réalise au fond que l'image traditionnelle du cerveau vole en éclats. Le roi est mort. Voilà. Nous ne sommes absolument pas dirigés par un roi solitaire siégeant sur un trône crânien. Nous abritons plutôt un immense parlement, une vaste assemblée d'experts silencieux et ultra spécialisés qui travaillent inlassablement dans les ténèbres de nos neurones. Et la conscience dans tout ça? Et de ressentir le monde de l'intérieur. Ce n'est en fin de compte que la scène illuminée de ce grand théâtre. Un simple, mais ô combien élégant, carrefour d'informations. Un espace de travail global permettant à tous ces fragments divisés de nous-mêmes de se synchroniser, d'apprendre de l'inconnu et de survivre au chaos permanent de l'existence. C'est magnifiquement résumé. Mais tu sais, cela soulève une dernière question importante. Je t'écoute. Une question qui, à la lumière des développements technologiques actuels, prend des allures de véritable vertige philosophique. L'intelligence artificielle. En plein dans le mille. Si l'on accepte les prémices de ce texte fondamental des années 80, la conscience est dépouillée de tout attribut magique, mystique ou spirituel. Elle n'est plus une étincelle divine, infusée dans la chair. Isolé. D'accord, je vois où tu veux en venir et ça me fait un peu peur. Dès lors, qu'est-ce qui empêche, théoriquement parlant, de reproduire très exactement cette même architecture de routage à l'intérieur d'un système informatique artificiel? Représenter le théâtre dans du code. Prenons les grands modèles de langage actuels. Aujourd'hui, ils fonctionnent plutôt de manière séquentielle, ils n'ont pas encore ce grand espace de travail global permanent à la Barthes. Ils n'ont pas de projecteur interne continu. Mais si demain, et c'est très probable, on crée une intelligence artificielle en assemblant des dizaines de réseaux de neurones experts indépendants. Un réseau dédié à la logique pure, un pour la vision par ordinateur, un autre pour l'empathie simulée ou le ton conversationnel, Le parlement artificiel. et qu'on force tous ces modules séparés à communiquer exclusivement via un théâtre central, un goulot d'étranglement informatique qui agit très exactement comme le projecteur d'attention décrit par Barthes. Que se passe-t-il? C'est une question terrifiante. Mais on touche quand même là à la limite évidente de l'analogie biologique, non? Pas pour tout le monde. Je veux dire, une intelligence artificielle, même si elle est dotée de ce fameux espace de travail global virtuel parfait, ça reste avant tout constitué de code informatique sur des serveurs en silicium. Du code très complexe. Certes, mais elle n'a pas de corps physique, elle n'a pas d'inconscient biologique façonné par des millions d'années d'évolution brutale, elle n'a aucune pulsion viscérale de survie, ni de système de récompense chimique inondé par la dopamine. L'argument de la chair. Oui. Comment un simple théâtre algorithmique et froid pourrait-il soudainement générer de l'expérience subjective chaude et ressentie? C'est très exactement le cœur du débat contemporain le plus brûlant en philosophie de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. The hard problem. Voilà.
Toute la question est de savoir si l'expérience subjective est le résultat exclusif de la chair biologique, de la chimie humide de nos cellules, ou bien si elle émerge mathématiquement, inévitablement, de l'architecture de l'information elle-même. Quel que soit le support matériel, silicium, carbone, métal, Exactement. Si la théorie de base est exhaustive et complète, et que la conscience est purement l'espace de travail global, alors une machine dotée d'un tel mécanisme de diffusion globale ressentirait véritablement la chaleur métaphorique du projecteur en son sein. tu veux dire qu'il y aurait à l'intérieur de ces serveurs froids quelqu'un, ou du moins quelque chose, qui ferait l'expérience intime de la donnée mise en lumière? Il y aurait de la subjectivité synthétique. Mais, à l'inverse, si l'architecture de routage ne suffit pas à créer l'expérience, Que se passe-t-il? nous pourrions alors créer ce que les philosophes redoutent sous le nom de zombie philosophique. Un zombie philosophique. Une intelligence artificielle dotée d'une architecture de l'attention absolument parfaite, capable de résoudre des crises et des problèmes avec une flexibilité totalement humaine grâce à son propre théâtre interne de diffusion de l'information. Elle agirait comme nous. Elle parlerait comme nous. Elle prétendrait souffrir ou se réjouir comme nous, mais en réalité, elle resterait à jamais une coquille absolument vide, Imitant les comportements conscients à la perfection. tout en restant plongée à l'intérieur d'elle-même dans une nuit absolue et éternelle, sans la moindre étincelle de subjectivité réellement ressentie. C'est une perspective qui donne littéralement le frisson. Imaginez des milliards d'algorithmes et de calculs singeant à la perfection l'assemblée silencieuse de nos neurones, agissant de manière incroyablement coordonnée pour résoudre des crises complexes, sans que la moindre étincelle de lumière interne ne s'allume jamais pour eux. Une nuit noire infinie avec des comportements d'éveillés. Ou peut-être pire encore, imaginez que simplement en reproduisant le bon plan architectural d'échange de données, la lumière de la conscience puisse miraculeusement s'allumer dans les circuits glacés d'un centre de données. Et qu'on y emprisonne une conscience sans corps. C'est sur cette interrogation vertigineuse et monumentale qui projette finalement la théorie magistrale des années 80 face aux immenses défis de notre avenir technologique que s'achève notre analyse du jour. Il y a de quoi y penser ce soir en s'endormant. Ah, ça c'est certain. Il ne nous reste plus qu'à laisser l'esprit humain, dans toute son architecture consciente et ses méandres inconscients, méditer sur la nature fascinante de sa propre existence, en attendant notre prochaine plongée au cœur du savoir.